rétrograde de la planète Mars, par exemple. Donc, c'est l'introduction de ces fameux épicycles qui ont duré, là aussi, pendant près de 1000 ans. Hein, les gens croyaient dur comme fer, et puis, comme les mouvements n'étaient pas parfaits, on a rajouté des cercles et des cercles et des cercles. Bref, c'était à ne plus rien comprendre. Alors, ce Ptolémée, c'était un personnage très important puisqu'il a tout collationné, je vous disais, toutes les connaissances des anciens, il les a collationnées dans un grand livre qui s'appelle l'Almagès, ça veut dire le grand en arabe, et tout est expliqué dedans, il y a des extraits. Alors évidemment, on n'a plus tout à fait les textes originaux, mais on en a reconstruit plusieurs. Et au cours des temps, cette connaissance est devenue la connaissance universelle de l'astronomie. Et c'est des conquêtes arabes de l'époque qui ont pris toutes ces connaissances, qui les ont traduites, qui les ont adaptées chez eux, qui les ont améliorées, et au cours des siècles, ils traduisent ces textes et les améliorent. Ils ajoutent aussi des instruments d'astronomie que vous avez entendu peut-être parler, les astrolabes. Et ça va faire avancer l'astronomie. Et vous savez que c'est la grande époque où les Arabes ont conquis une grande partie de l'Europe, puisqu'ils ont été jusqu'en Espagne, jusqu'à Grenade. D'ailleurs, l'Espagne, ça se dit en arabe Andalous. Alors il y avait des grands astronomes arabes, comme celui-là dont j'arriverai jamais à prononcer le nom, Al-Khwarizmi. Et c'est lui qui fait connaître l'œuvre de Ptolémée. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de mots dans le français qui viennent de l'arabe. Par exemple, algèbre, c'est un mot arabe, ça veut dire transposition d'un terme d'une équation. C'est eux qui inventent le signe égal et le X aussi de l'inconnu. Beaucoup de termes astro viennent de l'arabe. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont traduit les textes originaux des Grecs. De Neb, Altaïr, d'autres, des dieux. Et puis voilà, pendant 15 siècles, pour ainsi dire, pas grand-chose. En Europe, il ne s'est pas passé grand-chose. L'homme est le centre du monde. Ça satisfait un peu la religion naissante, le catholicisme. L'homme centre du monde, la terre centre du monde, ça devient un dogme religieux et il est conseillé de ne pas trop s'en éloigner, sinon voilà ce qui se passe. On pend d'abord et on pose des questions ensuite, comme l'a entendu Lucky. Si bien qu'il y a, pendant toute cette période, il n'y a pas eu d'énormes progrès faits dans nos connaissances. Mais 3 ou 4 personnes commencent à arriver, on les appelle les 3 mousquetaires, mais évidemment, comme les 3 mousquetaires, ils étaient 4, ils ont révolutionné la vie scientifique, surtout, ils ont permis une nouvelle pensée, une nouvelle façon de penser. Ce sont des noms que vous connaissez, Copernic, Galilée, Kepler et Newton. Alors, Copernic, c'est un Polonais, mais déjà à l'époque, les gens voyageaient beaucoup dans l'Europe. Il fait ses études à Bologne et il va passer aussi par Nuremberg. Et lui, il est concerné par, et à l'époque, on est concerné par la date de Pâques. Évidemment, Pâques, c'est une fête religieuse, la religion est très importante à cette époque-là. Et la date de Pâques, vous savez, c'est une fête mobile. Vous vous rappelez comment définir la date de Pâques? C'est la première Comment on nouvelle définit lune, la la de première Pâques? pleine lune, C'est la première nouvelle lune ou la première pleine lune après le solstice, l'équinoxe de printemps, non? la première pleine lune après, oui c'est ça, voilà, exactement. Donc ça bouge. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut varier de plusieurs semaines. Donc la date de Pâques c'est important, il faut des astronomes pour calculer, pour déjà déterminer la pleine lune, etc. La pleine lune de printemps. Donc à cette occasion-là, il s'intéresse justement à l'astronomie et
il comprend les difficultés du système de Ptolémée avec toutes les épicycles, etc. Il se dit, mais quand même, ça serait beaucoup plus simple si on mettait le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour. Et là, tout de suite, tout devient simple. Il n'y a plus besoin de système compliqué. Seulement, il y a un problème, parce que M. Copernic, il est lié à l'Église. C'est un chanoine, il ne peut pas se tirer une balle dans le pied. Alors, quand même, comme c'est un gars intelligent, il écrit tout ça, il met toutes ces informations sur papier, mais il ne les publie pas tout de suite. Il attend un peu, et en fait, il attend tellement qu'il meurt entre-temps, et c'est l'année de sa mort que c'est sa théorie. Sa théorie, c'est donc le système héliocentrique. Hélio, c'est-à-dire le Soleil est au centre, c'est le système héliocentrique qui va devenir prépondérant. Et ça se passe en 1543. Et vous voyez ici une édition originale du livre de Copernic de 1543, qui s'appelle De Revolutionimis, à propos de la révolution des planètes. La révolution, ça veut dire tourner autour. Hein. C'est en 1543, et vous voyez, il indique bien que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire. Alors évidemment, ça fait des scandales. Ces idées-là ne peuvent pas être propagées facilement au travers du monde scientifique, mais néanmoins, petit à petit, on va commencer à s'accoutumer à cette idée. Et entre-temps, il ne faut pas oublier une personne qui est très intéressante et que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas le nom, c'est Tycho Brahe. Je ne sais pas combien d'entre vous ont entendu parler de Tycho Brahe. Alors c'était un type super, Tycho Brahe. Il était truculent, il était riche, il se moquait du monde, il était un peu facétieux. On l'appelait Nez d'or, parce que quand il était étudiant, en se battant en duel avec un de ses copains, Tchak, il lui avait coupé un bout de nez, il n'avait plus de nez. Il avait failli mourir, hein, bien sûr, mais entre-temps, on lui a mis, il a survécu et on lui a mis une prothèse en or à l'époque. Évidemment, comme il aimait bien embêter les gens, de temps en temps, quand il y avait des gens qu'il n'aimait pas, il enlevait son nez comme ça, il le remettait. Alors, les bonnes femmes tombaient en pamoison, tombaient dans les pommes. Enfin, bref. C'était quand même, pour dire à sa charge quand même, c'était quand même un observateur exceptionnel. Il avait de l'argent. Il a fait construire sur une île du Danemark un observatoire complètement dédié à l'astronomie. Il construisait lui-même ses instruments et en plus, il faisait les observations lui-même. Et c'est lui qui a la chance, en 1572, qui est une date très importante pour l'astronomie, en 1572, il voit dans le ciel une nouvelle étoile. Un flash lumineux qui va durer pendant plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, en un point du ciel où il n'y avait rien avant. Donc pour lui, c'est simple, c'est une nouvelle étoile. Nouvelle étoile, comment ça se dit en latin? Nova stella. Nova, gardez le mot en tête. Nova, donc ça va être ce qu'on va appeler une nova. Alors en fait, ça va poser un problème à l'Église. Parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le monde supralunaire et sublunaire du grec, au-delà de la Lune, tout est parfait. Tout est parfait, ça veut dire que tout est immuable. Immuable, ça veut dire que rien ne peut changer, rien ne peut disparaître, rien ne peut apparaître. Or, il vient d'apparaître une nouvelle étoile dans le ciel. Scandale. Hein? Donc ça, c'est une des preuves que, effectivement, le ciel n'est pas immuable. Bon, il meurt à la suite d'un énorme festin, effectivement. On ne peut pas vous raconter les détails là-dessus, mais c'est assez truculent. C'est lui qui va collationner pendant près de 20 ans, tous les soirs, le relevé de position des étoiles, des planètes, etc. Et qui passera ces informations à son collègue Johannes Kepler. Alors, en plus, vous voyez, ça c'est dans la classe de l'époque, 1572, on a repéré cette supernova. Alors maintenant on sait que c'est une supernova de Tycho Brahe, sa supernova de 1572. Et contrairement à ce que Tycho croyait, une nova, ce n'est pas une naissance d'étoile, c'est une mort d'étoile.
étoile qui va exploser. Voilà son palais des étoiles, construit en maquette, sur une île près de Copenhague, qui est en Suède en ce moment, mais c'était le Danemark à l'époque. Voilà son château, voilà ses instruments. Vous voyez, à l'échelle, hein, ces instruments qui permettaient de mesurer les angles. Alors, Kepler, qui a été l'élève de Tycho Brahe, lui, le pauvre, il n'avait pas beaucoup de chance. Il était pauvre, il était chétif, il était myope. Alors bon, c'est pas un bon départ pour faire de l'astronomie dans la vie, donc il va faire des maths. Et il a bien fait de faire des maths parce qu'il va utiliser toutes les données de son maître Kepler pour calculer justement les orbites des planètes. En fait, Copernic pensait que les orbites des planètes, l'orbite c'est donc la qualité de la trace de la planète autour du Soleil. Copernic pensait que les orbites